Bonjour Alain-Marie Bassi. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale honoraire et vous avez dans votre conférence aux 3e rencontres au doigt et à l'œil organisée par l'ANAE à ce nom utilisé la parabole du modèle mathématique pour définir les règles à mettre en œuvre afin de construire le modèle économique du numérique. Mais quel est votre postulat? Alors, le postulat, c'est que je vous demande d'accepter, c'est que le numérique n'est pas un ensemble d'outils techniques, technologiques, mais ce sont des logiques nouvelles d'accès au savoir. Et ça, c'est le postulat. Ça, c'est le postulat. Donc, pas d'outils, mais une logique. Mais une logique, des logiques nouvelles. Bon, à partir de ce postulat, je suppose que vous avez construit des théorèmes. J'ai construit des théorèmes. Alors, allons-y. J'en ai construit une dizaine. Bon. Une dizaine de théorèmes. Alors, on peut les résumer peut-être. On peut essayer de les résumer. Le premier d'entre eux, c'est que tous les modèles social, modèle de gouvernance, etc., tous les modèles qui fondent l'école sont aujourd'hui remis en cause par le numérique. Tous les modèles. Et ça va jusqu'au modèle économique des ressources en particulier. Le second théorème, c'est que, et on le voit bien aujourd'hui, que plaquer du numérique sur des schémas anciens ne saurait donner de bons résultats. Pas de replâtrage. Pas de replâtrage, pas d'emplâtre sur des jambes de bois. Le théorème numéro 3, c'est que, et je le crois profondément, c'est qu'à la transmission des savoirs, qui était l'une des missions fondamentales de l'école, doit se substituer aujourd'hui la co-construction avec l'élève d'un savoir. Alors cette co-construction, c'est l'élève qui l'a construit avec l'enseignant ou c'est aussi l'élève qui l'a construit avec ses entre pairs? Entre pairs, on doit apprendre à l'élève à construire son propre savoir. Parce que c'est un héritage qu'il portera avec lui pour toute sa vie. Il doit savoir désormais comment accéder à l'univers des savoirs et non pas simplement à être le récepteur. On est donc dans une transmission. On est donc dans une démarche active et non pas on est une dans une démarche hyper active. Le théorème 4, c'est que aujourd'hui, et contrairement à ce qui était le cas jusqu'ici, tout peut devenir ressource. Et on s'oriente aujourd'hui vers l'agrégation de contenus numériques et qui sont désormais accessibles à travers le net. Et on s'oriente également vers la mise en œuvre, non pas de produits didactisés, tout faits, mais vers la mise en œuvre d'applications qui vont permettre à l'élève et à l'enseignant de construire son savoir. Oui, de toute façon, si lui doit co-construire, il est évident qu'il faut qu'on lui donne les éléments lui permettant de co-construire et pas un certain nombre d'instruments qui vont lui permettre de construire ce savoir. Et non plus des contenus didactisés préfabriqués. Le 5e théorème, c'est que l'accès au savoir numérique n'est pas, contrairement à ce qu'on pense trop souvent, un accès immédiat. C'est le rôle, je crois, de l'école et plus encore de l'enseignant d'apporter par sa médiation, par la médiation de l'école, une grille de décryptage qui permette à l'élève cette construction du savoir. Et là, on est certainement dans une nouvelle définition de la mission d'enseignant. Tout à fait. Tout à fait. Je vous disais que les modèles qui font de l'école sont remis en cause par le numérique. Ce rôle de médiateur dans la co-construction d'un savoir, c'est effectivement un rôle qui est appelé à devenir central dans l'école de demain. Mon 6e théorème, pour continuer, c'est que le numérique de l'école, parce que ça constitue un réel danger, ne doit pas être une sorte de numérique à part des autres formes de numérique qui sont utilisées dans la vie courante de la société, et des jeunes en particulier, ou dans la vie de l'entreprise dans laquelle l'élève ou l'étudiant sera plus tard amené à s'insérer. C'est-à-dire que si l'école est une cité, c'est une cité encore plus dans la cité. Absolument. Et il ne faut pas qu'on construise, encore une fois,
une sorte de numérique scolaire qui n'aurait rien à voir avec les usages qui sont habituels chez les jeunes et qui finirait de la même façon que la pédagogie actuelle, qui finirait par dégoûter ou repousser l'élève et l'inciter au décrochage. Mais ce théorème-là, quand on regarde les pratiques des jeunes aujourd'hui dans la société, se comprend d'autant plus aisément qu'on pourrait difficilement admettre que l'élève passant la porte de l'école utilise un autre numérique que celui qu'il utilise dans la société. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Mon septième théorème, c'est que le numérique doit moins privilégier, comme on le fait assez souvent, l'individualisation que la mise en réseau et le travail collaboratif, comme le fait d'ailleurs le numérique de l'entreprise. Mais cette mise en réseau priorisée, est-ce qu'elle empêche malgré tout un travail en individualisation vis-à-vis de l'élève qui, par exemple, est en difficulté? Elle n'empêche pas l'individualisation, mais je crois qu'en donnant priorité au travail collaboratif, on préviendra les maux et les décrochages et qu'on aura beaucoup moins à agir a posteriori en termes d'individualisation. Mon huitième théorème, c'est qu'un nouveau modèle doit s'appuyer sur, d'une part, une ingénierie pédagogique de haut niveau, une ingénierie de formation, car les enseignants doivent apprendre, mais apprendre de façon relativement complexe comment utiliser ces nouveaux instruments, et enfin un dispositif d'infomédiation pour à la fois faire partager les usages et pour en même temps permettre une remontée de ces usages et des avis sur les produits. Alors cette ingénierie de formation, jusqu'à ces derniers temps, la loi n'est toujours pas votée, donc on n'a toujours pas d'institut de formation professorat et d'éducation. Il y avait relativement peu ou pas de formation. Pratiquement très peu, d'autant plus qu'il faut concevoir cette ingénierie de formation comme appliquée à la fois à la formation initiale, mais aussi à la formation continue. Et donc, vous placez cette ingénierie de formation comme essentielle, comme nécessaire. Comment vous la voyez? Vous la voyez pilotée par l'État? Comment vous la voyez, cette ingénierie de formation? Elle doit être pilotée par l'État, mais elle n'est pas forcément faite, réalisée par du personnel d'État. À l'heure actuelle, il est vrai que la formation, notamment la formation continue, elle est faite par les inspecteurs pédagogiques régionaux, elle est faite par un certain nombre de formateurs, par un certain nombre d'enseignants formateurs. Je pense qu'on peut également, notamment s'agissant du numérique, faire appel à d'autres prestataires. Et l'ingénierie pédagogique, est-ce que c'est dans la mission de l'enseignant? Non, l'ingénierie pédagogique, c'est pour la production et la diffusion des ressources. Mais justement, est-ce que l'enseignant peut participer de cette ingénierie pédagogique? Bien entendu. Je pense qu'émergera assez rapidement un nouveau métier, qui est celui d'ingénieur pédagogique, qui n'existe pas à l'heure actuelle dans les maisons d'édition scolaires. On a des éditeurs scolaires, on a des auteurs, qui sont la plupart du temps des enseignants, des inspecteurs pédagogiques, mais on n'a pas, à l'heure actuelle, d'ingénieur pédagogique, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise à la fois les aspects techniques, mais aussi les aspects pédagogiques de ces nouveaux instruments. Neuvième théorème, le voici, c'est que le modèle industriel de production et de diffusion de ressources est par nécessité, compte tenu de l'évolution des technologies, c'est par nécessité un modèle qui doit être et qui ne pourra être que instable, glissant,
continuellement en transformation et en voie de complexification. Alors que l'imprimé avait abouti le papier, l'imprimé, mais entre 1450 et 1500, on a très rapidement eu une stabilisation d'un modèle, à la fois d'un modèle d'objet, mais qui reprenait d'ailleurs les critères du manuscrit, enfin du livre manuscrit de l'époque, mais on a eu également très rapidement un modèle commercial qui était stabilisé et un modèle éditorial qui était également stabilisé. Aujourd'hui, avec le numérique, il faut s'attendre à avoir une évolution constante et donc un modèle glissant, instable, auquel il va falloir s'adapter tant en matière d'ingénierie de production que d'ingénierie de formation. En d'autres termes, 100 fois sur le métier, il faudra remettre son ouvrage. Absolument, pour citer un auteur que j'aime et que j'apprécie particulièrement. Et le dernier point, parce qu'il faut bien en parler, c'est le problème des coûts. À l'heure actuelle, nous ignorons la plupart du temps ce que coûte réellement le numérique, tant dans la production des équipements, que celle des ressources, que celle des usages, que la formation des enseignants qui est nécessaire, que de la maintenance des outils. Donc il faut que l'on puisse désormais raisonner en complet. Combien coûte une éducation, un enseignement numérique, et qu'on répartisse ces coûts clairement sur l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les familles qui peuvent également prendre en charge une partie de ces investissements pour leurs enfants, et les milieux associatifs ou les partenaires traditionnels de l'école. Et on va fonder sur cette répartition claire, tant que possible, un nouveau modèle économique de la production et de la diffusion des ressources et de l'enseignement numérique. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je vous en prie.